Il expose le droit du justicier. Une émission qui vous parle de droit. Il vous parle de droit. OHADA, les droits des affaires et les droits applicables à la vie des affaires. Il englobe les acteurs, activités et structures du monde des affaires. Il s'agit d'une branche du droit privé qui comporte un ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises, tels que les droits des contrats, les droits des baux commerciaux, les droits des sociétés, les droits fiscaux, et ainsi de suite. L'acronyme OHADA signifie Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, créé par les traités de Port-Louis du 17 octobre 1993, révisé le 17 octobre 2008 à Québec, au Canada. L'OHADA est une organisation internationale de plein exercice, dotée d'une personnalité juridique internationale qui poursuit une œuvre d'intégration juridique entre les pays qui en sont membres. Aujourd'hui, cette organisation est composée par 17 États africains, notamment les Bénin, les Burkina Faso, les Cameroun, les Comores, les Congo, la Côte d'Ivoire, les Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, les Mali, les Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et enfin le Togo. Son objectif est la facilitation des échanges et des investissements, garanties juridiques et judiciaires des activités des entreprises, ainsi qu'à l'encouragement au recours à l'arbitrage et aux autres modes de règlement à l'amiable des différends. Les droits de l'OHADA est aussi utilisé pour propulser le développement économique et créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. 5 institutions forment l'OHADA. Nous avons la conférence des chefs d'État et des gouvernements, les conseils de ministres de la Justice et des Finances, les secrétariats permanents qui siègent au Cameroun, au Yaoundé, la Cour commune de justice et d'arbitrage qui siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'École régionale supérieure de la magistrature qui siège à Porto-Novo, au Bénin. Nous parlerons aujourd'hui du droit des affaires avec notre invité du jour, Maître Hubert Kalukanda Machata, avocat à la Cour, avocat au barreau du Haut-Katanga, avocat à la CPI, ainsi qu'avocat à la Cour africaine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans In Justicia, votre émission qui sert à vulgariser les principes essentiels du base du droit. Alors, Maître Kalukanda, bienvenue dans In Justicia. Merci beaucoup, Madame Adams, pour l'invitation et surtout pour la confiance. Oui, nous parlerons aujourd'hui des droits des affaires. Avant d'aller au fond du sujet, nous aimerions un peu savoir qu'est-ce qu'est le droit des affaires. Merci beaucoup, Madame, pour la pertinence de votre préoccupation. Ce que je peux relever d'emblée pour l'intérêt de nos auditeurs et auditrices, c'est que le concept droit des affaires, c'est aujourd'hui un concept qui est en train d'être utilisé et parfois sans maîtrise de son contexte. Alors, le concept droit des affaires, c'est des termes très simples. C'est le droit qui encadre la vie des entreprises. Quand on parle de la vie des entreprises, allez-y comprendre que nous parlons de modalités ou des règles qui concourent à la création, au fonctionnement, aux relations des partenaires des entreprises et également aux règles de dissolution de l'entreprise. Et c'est comme ça aujourd'hui, le concept droit des affaires est aujourd'hui global, dans ce sens que il y a plusieurs d'autres disciplines que l'on qualifie de disciplines spécifiques ou des branches, des sous-branches, qui concourent aujourd'hui à l'appellation du droit des affaires. Nous pouvons citer par exemple le droit minier.
le droit de la concurrence, le droit de la consommation, le droit des hydrocarbures, le droit économique et l'ensemble de ces droits, n'est-ce pas, est appelé aujourd'hui droit des affaires. Voilà un peu de manière sommaire ce que nous pouvons entendre par droit des affaires. Est-ce que, en quoi le droit des affaires est différent du droit commercial? Le droit des affaires est différent du droit commercial parce que je l'ai relevé que dans mon propos introductif, en ce sens que le droit des affaires est global. Le droit des affaires, le concept de droit des affaires est global, c'est-à-dire il englobe aussi le droit commercial. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, beaucoup d'auteurs modernes disent que le droit des affaires, c'est le droit commercial. C'est le droit commercial. Pourquoi? Parce que dans le droit des affaires, nous avons beaucoup d'autres branches, beaucoup de domaines, bien sûr, notamment le droit des sociétés aussi. Vous comprenez, le droit des sociétés, le droit des contrats. Tout ça fait à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait une cacophonie dans le milieu des juristes pour distinguer le droit des affaires et le droit commercial. Mais la distinction réside ici en ce que l'article 2 du traité constitutif de l'OHADA détermine ou fixe ce qu'on entend par droit des affaires. Et il y a entre autres les sous-branches que nous avons relevées qui aujourd'hui concourent à l'appellation du droit des affaires. Les droits des affaires, les droits commerciaux, est-il donc les droits des commerçants ou les droits de commerce? Le droit commercial est à la fois, régit à la fois les commerçants, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales ayant la qualité des commerçants, et régit également les opérations commerciales. Allez-y comprendre par les actes de commerce. C'est pourquoi nous disons que le droit commercial régit à la fois les commerçants et aussi les actes de commerce. Bon, c'est vraiment une notion très large. Mais alors, qu'est-ce que les commerces au sens strict? Ce que nous pouvons définir par commerce, c'est que le commerce est toute activité qui est accomplie dans un circuit économique, n'est-ce pas, afin de réaliser les bénéfices. Et ces mécanismes-là font à ce qu'aujourd'hui nous puissions appeler le commerce. Voilà. Donc, est-ce que toute activité est économique? Non, la réponse est non. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui des activités qui ne sont pas appelées des activités économiques. Je peux citer par exemple les activités familiales. Ce ne sont pas des activités économiques. Nous avons par exemple les activités politiques. Ce ne sont pas des activités économiques. Nous avons... Ça engendre de l'argent. En soi, le but principal, ce n'est pas de créer de l'argent. C'est juste... Quand on parle par exemple des activités familiales, ça n'engendre généralement pas de l'argent. Vous voyez, quand nous avons par exemple des activités de loisirs, ce ne sont pas des activités économiques. Donc, par rapport à cette préoccupation, à votre question, nous pouvons relever que toute activité n'est pas économique. Mais la question peut-être que vous pouvez me poser est celle de savoir quand est-ce que l'on peut parler d'une activité économique. C'est là que je peux vous dire que voilà, une activité économique, lorsqu'elle vise, n'est-ce pas, à acheter, n'est-ce pas, pour revendre les biens et services.
Vous comprenez? C'est à ce moment-là que l'activité devient économique. Allez-y, comparez ce que nous avons parlé précédemment des activités commerciales. Voilà un peu ce que nous pouvons relever suite à votre préoccupation. En quoi un commerçant est différent d'un entrepreneur individuel? Voilà, le commerçant, j'ai relevé, le commerçant, c'est une personne qui a un statut, qui a une qualité bien déterminée. Des commerçants. Dans quel, des commerçants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va se réveiller le matin et le soir il s'est fait appeler commerçant, non. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que pour être commerçant, vous devez accomplir certaines formalités. À savoir, vous devez avoir un statut, c'est-à-dire vous devez avoir un statut qui a été, n'est-ce pas, enregistré devant les services attitrés. Allez-y comprendre ici du service de guichet unique, c'est-à-dire des guichets où on crée les entreprises. Et de là, vous devez avoir un statut, vous devez avoir été enregistré, n'est-ce pas, dans le registre du crédit et du commerce, qu'on appelle RCSM, registre du commerce et du crédit mobilier. C'est lorsque vous êtes enregistré, n'est-ce pas, dans ces registres-là, permettez la tautologie, c'est à ce moment-là que vous devenez, n'est-ce pas, commerçant. Et l'on définit même le commerçant comme toute personne qui accomplit les actes, n'est-ce pas, de commerce à titre de profession. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous vivez dans votre vie quotidienne des actes de commerce. C'est à ce moment-là qu'on arrive à vous qualifier de commerçant. Maintenant, un entrepreneur, quelqu'un qui il paye ses petits produits au niveau de Kasumbalesa, n'est-ce pas, vient revendre à Lubumbashi, cette personne n'est pas commerçante. C'est un entrepreneur. Vous comprenez? C'est un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour justifier que vous êtes commerçant, vous devez produire, n'est-ce pas, vos éléments qui ont été enregistrés au niveau du guichet unique. Si vous n'avez pas ces éléments enregistrés devant le service de guichet unique, donc vous n'êtes pas commerçant, vous êtes entrepreneur. On peut aussi dire que l'entrepreneur travaille d'une manière régulière. Oui, mais il peut travailler de manière régulière, n'est-ce pas? Mais parce qu'il n'est pas reconnu, n'est-ce pas? Il n'est pas reconnu par les services attitrés. Dans ces cas-là, il n'est pas commerçant. Vous comprenez? Vous êtes avocat, vous êtes aussi entrepreneur individuel, n'est-ce pas? Oui, l'avocat, c'est un entrepreneur individuel, mais il n'est pas commerçant. L'avocat n'est pas commerçant. Quelle différence existe-t-il entre les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises? Bon, la détermination de la taille de l'entreprise dépend des critères fixés par la législation nationale et même communautaire. Allez-y comprendre, quand je parle du communautaire, je fais allusion au droit WADA. Vous comprenez? Alors, ces critères étant déterminés par les tests, il faut assez qu'aujourd'hui, qu'on arrive à qualifier telle société ou telle entreprise des grandes, n'est-ce pas, telle moyenne ou petite, c'est au regard d'un critère, le nombre de salariés qu'a cette entreprise-là. Vous comprenez? Allez-y comprendre, nous sommes chez Héritage TV. Héritage TV, c'est une télévision qui a des travailleurs. Lorsque Héritage Télévision, n'est-ce pas, a un personnel qui s'élève à un nombre quand même important, l'on va qualifier, n'est-ce pas, d'une entreprise, n'est-ce pas, d'une grande entreprise. Vous comprenez? Mais lorsque Héritage Télévision a un personnel moyen, dans ce cas-là, on va parler d'une moyenne
entreprise. Lorsque Héritage Télévision a aussi du travail très réduit, on va parler des petites entreprises. Peut-être je vais donner un exemple aussi simple. On ne peut pas comparer, par exemple, le personnel de Héritage Télévision avec le personnel de France 24. Vous comprenez? France 24 a des correspondants presque dans tout le monde et dans tous les pays. Alors que Héritage Télévision a des correspondants dans les provinces. Vous comprenez? Alors, avec ce nombre de travailleurs, nous pouvons être à même de déterminer que voilà, Héritage Télévision, c'est une petite entreprise ou moyenne entreprise. Donc, il y a le nombre de salariés, il y a autres critères. Nous avons par exemple le chiffre d'affaires. Vous comprenez? Le chiffre d'affaires de toutes les sociétés doit être connu du grand public. C'est une obligation légale d'ailleurs. Nous devons savoir que voilà, Héritage Télévision a un chiffre d'affaires qui s'élève à autant. Si Héritage Télévision a un chiffre d'affaires qui s'élève à X, Y, nous serons à même de déterminer que voilà, c'est une petite ou une grande entreprise. Vous comprenez? C'est pourquoi, par exemple, vous avez en droit WADA, on arrive à donner des formes de société, c'est compte tenu du chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires pour une société à responsabilité limitée est différent, n'est-ce pas, du chiffre d'affaires pour une société qui a la forme d'une société anonyme. Vous comprenez? Une société anonyme, généralement ce sont les banques, ils ont beaucoup d'argent, ils ont un chiffre d'affaires très élevé, qui est différent, n'est-ce pas, d'une société à responsabilité limitée qu'on appelle SARL, qui, même avec $1000, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires. Vous comprenez? Mais on ne se limite pas à ces deux éléments-là, l'élément sur le nombre, le nombre du personnel, mais il y a également ce que nous pouvons parler du bilan annuel. Vous voyez? On doit être en mesure de distinguer la taille de l'entreprise au regard aussi du bilan annuel. Par année, la société parvient à produire combien d'argent? Vous voyez un peu? Alors, lorsque nous avons ces éléments-là, nous serons à même de déterminer que voilà, telle société est une grande, moyenne ou petite entreprise. Injustice en continu, nous sommes toujours en train de parler du droit des affaires avec notre invité du jour, Maître Hubert Kalukanda Machata, avocat à la Cour, avocat au barreau du Haut-Katanga, avocat à la CPI et avocat à la Cour africaine. Alors, Maître Kalukanda, comment choisir les bons statuts juridiques pour son entreprise? Comment choisir les bons statuts pour son entreprise? Oui. Alors, la forme adaptée pour une société, c'est compte tenu, n'est-ce pas, du chiffre d'affaires de la société et compte tenu aussi du domaine d'exploitation. Vous voyez par exemple, vous avez, moi avocat, je reçois un client qui voudrait créer une société. Alors, je lui pose la question, vous avez combien d'argent? Il me dit, j'ai $100 000. Oh, je voudrais œuvrer dans le domaine minier. Je vais lui dire, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que $100 000, c'est difficile d'œuvrer dans le domaine minier. Parce que dans le domaine minier, ça demande beaucoup de moyens financiers. Ça demande beaucoup de moyens financiers, à tel point que quelqu'un qui vient s'azader avec peu de moyens ne peut pas s'en sortir. Alors, lorsque un tel client a des éléments que je viens de vous fournir,
peut orienter, n'est-ce pas, son domaine d'exploitation, son domaine de mise en œuvre de ses activités. Alors, je pourrais lui dire que voilà, tu peux œuvrer dans tel autre domaine, et à ce moment-là, je vais lui dire que voilà, avec ce que vous faites, c'est bien que vous ayez telle forme. Parce que la forme de la société a de l'incidence par rapport aux actes que l'on pose. Comment? Une société qui a la forme, n'est-ce pas, d'une société anonyme, n'est pas gérée par un organe que l'on peut retrouver chez les autres formes de sociétés, comme par exemple au niveau des sociétés à responsabilité limitée. Pourquoi? Parce que dans les sociétés anonymes, la personne, par exemple, pour engager la société, on appelle, n'est-ce pas, le directeur général. C'est le directeur général qui engage ou qui pose les actes juridiques au nom de cette société-là. Alors que pour les sociétés à responsabilité limitée, c'est le gérant, n'est-ce pas, qui est l'organe attitré pour engager la responsabilité de la société. Donc, la question de la forme, c'est une question très capitale. Pourquoi? Parce que si vous avez opté pour une société anonyme, mais quand il s'agit de signer vos contrats, mais la personne qui signe les contrats, ou la personne qui engage la société, signe en qualité de gérant. Vous serez débouté, ou vos actes seront déclarés nuls. Seront réputés nuls. Pourquoi? Parce que, selon le droit WADA, et d'ailleurs l'article 6 sur les sociétés commerciales, donne les formes des sociétés. C'est ça le fondement légal des formes de société. Alors, c'est justement pour permettre à ce que, lorsque vous adoptez telle forme de société, vous devez savoir la personne qui doit engager la responsabilité de la société. C'est pourquoi d'ailleurs ici, j'invite d'ailleurs aux commerçants ou aux entrepreneurs qui veulent créer des sociétés, de faire toujours recours à l'expertise des avocats. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est une affaire qui est très facile. Ils font appel aux comptables même pour rédiger leur statut juridique. Mais écoutez, le comptable, il est fort dans son domaine, mais il n'est pas expert dans le domaine juridique. Parce que imaginez que vous avez donné ce devoir de rédiger les statuts à un comptable. Le comptable rédige les statuts, mais il ne connaît pas ces détails que je viens de relever ici par rapport à l'organe qui doit engager la société. Lorsque vous serez en difficulté et que ça vous amène en justice, lorsque le juge va constater que les actes ont été posés par une personne qui n'a pas de qualité, vous allez perdre le procès. Et lorsque vous perdez le procès, ce sont des dépenses. Maître, j'aimerais un peu que vous puissiez nous donner la lumière sur la différence. Qu'est-ce qui distingue la société anonyme et la société à responsabilité limitée? Qu'est-ce qui différencie? Oui. Déjà par la forme, déjà, ça les différencie. La forme les différencie déjà. Et aussi, ce que nous avons parlé tout à l'heure, le chiffre d'affaires. Et aussi le nombre de personnels. La société anonyme et la société unipersonnelle, c'est différent également? Oui, c'est différent. La société unipersonnelle, allez-y, on parle pas d'une société unipersonnelle, on parle d'une société qui a un seul associé. C'est-à-dire, Madame Adams, n'est-ce pas, n'a pas des associés, n'a pas d'autres partenaires pour créer une société. Et elle s'est dit que voilà, je voudrais créer ma propre société. Et cette société-là, il n'y a que moi qui est l'unique associé. En ce moment-là, la société qu'on va donner, la forme qu'on va donner à cette société-là, ça sera une société unipersonnelle.
Vous comprenez? Ce sera une société unipersonnelle. Unipersonnelle, c'est-à-dire une société où il n'y a qu'un seul associé, qui n'est pas aussi à confondre avec l'établissement. Comme des écoles, des universités. Non, mais écoutez, quand vous parlez des écoles, ça, vous mélangez un peu beaucoup de choses. Nous sommes dans le domaine d'enseignement. Le domaine d'enseignement est régi par les tests. Et ici, par exemple, pour les humanités, c'est la loi de 2014. Quand vous partez à l'université, c'est la loi de 1981. Et comment on crée les sociétés, comment on crée les écoles, ils ont généralement la forme des associations sans but lucratif, n'est-ce pas, les écoles. Et quand vous partez à l'université, les universités doivent être, n'est-ce pas, agréées par le ministre ayant l'enseignement dans ses attributions. Et là, il doit signer un arrêté, n'est-ce pas, pour reconnaître l'existence de telle université. Et l'université ne pas confondre avec les sociétés commerciales qui sont régies par le droit OHADA. Maître, comment comprenez-vous les droits de la concurrence? Qu'est-ce que cela signifie? Bon, le droit de la concurrence, c'est l'ensemble des règles, n'est-ce pas, établies pour préserver la concurrence, la concurrence libre et loyale. Donc l'ensemble des règles, n'est-ce pas, établies pour préserver une concurrence libre et loyale. Oui. Et c'est ce que nous parlons du droit de la concurrence. Oui, mais c'est quoi la différence entre la concurrence libre et la concurrence loyale? La différence entre le droit de la concurrence et quoi? La concurrence libre et la concurrence loyale dont vous venez de parler. Oui, la concurrence, elle est loyale lorsqu'elle respecte les lois de la République, les normes, n'est-ce pas? Libre parce que vous avez la liberté, n'est-ce pas, de compétir. Par exemple, il n'est pas exclu que dans une même ville, qu'il y ait plusieurs chaînes de télévision, par exemple, n'est-ce pas? Vous avez par exemple à Lubumbashi plusieurs chaînes de télévision. Et ces chaînes de télévision sont en compétition. Il s'agit là de la concurrence. Est-ce qu'ils n'ont pas de limites, la concurrence, en ce qui concerne la concurrence libre? Non, la concurrence a toujours des limites. Les limites consistent ici, n'est-ce pas, dans la restriction, n'est-ce pas, dans la restriction de certaines pratiques que l'on peut qualifier d'anticoncurrentielles et qui sont d'ailleurs réprimées. Peut-être nous allons en parler plus tard. Alors, ces limites consistent généralement, n'est-ce pas, à être dans la concurrence en respectant les normes établies par les États. Vous voyez un peu. C'est pourquoi je vous dis, par exemple, dans une ville, on peut trouver plusieurs sociétés ou encore plusieurs personnes morales qui sont en train d'œuvrer pour les mêmes activités. Alors, ces sociétés-là doivent respecter, n'est-ce pas, les règles, n'est-ce pas, de la concurrence, c'est-à-dire de la compétition. Mais lorsque vous commencez à violer, n'est-ce pas, ces règles-là, c'est en ce moment-là que vous tombez sous le coup de ce que nous pouvons qualifier même d'infraction anticoncurrentielle. Alors, maître, pourquoi dit-on que les droits des affaires est un droit autonome? Bon, le droit des affaires, c'est un droit autonome. Déjà, nous l'avons relevé que c'est un droit, n'est-ce pas, qui a des sous-branches, n'est-ce pas? Alors, ce droit est autonome en ce que c'est un droit qui a ses propres méthodes et techniques de recherche. Vous voyez, quand une science, n'est-ce pas, a ses techniques, ses méthodes de recherche, mais écoutez, cette science devient autonome. C'est pourquoi nous disons que le droit des affaires est un droit autonome. Pourquoi? Parce que c'est un droit qui a ses propres méthodes, ses propres techniques de recherche. Nous sommes toujours en train de parler du droit des affaires avec Maître Hubert Kalukanda Machata, avocat au barreau du Haut-Katanga, avocat à la Cour, avocat à la CPI
et avocat à la Cour africaine. Alors, Maître Kalukanda, c'est quoi la répression des pratiques anticoncurrentielles? Bon, comment est-elle mise en œuvre? Comment est mise en œuvre la pratique anticoncurrentielle? Voilà, la répression des pratiques anticoncurrentielles est mise en œuvre notamment par des mécanismes établis par les lois de la République. Et ces mécanismes-là sont entre autres la dénonciation. Vous voyez, vous avez des plaintes. Hein, vous voyez, la dénonciation comment? Quand vous voyez par exemple que telle société et telle autre, n'est-ce pas, sont entrés, n'est-ce pas, de violer les règles en ce qui concerne la concurrence, toute personne peut dénoncer, n'est-ce pas, peut dénoncer devant le magistrat ou encore les officiers des polices judiciaires. Alors, la personne victime, n'est-ce pas, imaginez par exemple que moi, je crée une société pour asphalter les routes. Et j'ai une main-d'œuvre qualifiée. Alors, je constate par la suite que mon personnel est allé créer, n'est-ce pas, une même activité, mais pas même loin de mon siège, à côté. Et mon personnel ne se limite pas par là, va même contacter mes partenaires. À ce moment-là, il y a concurrence déloyale. Vous comprenez? Il y a concurrence déloyale. Alors moi, étant victime de toutes ces pratiques-là, n'est-ce pas, je serais vexé parce que, autrement dit, on veut me pousser à mourir. C'est-à-dire à ne pas exister comme société. Alors, je vais faire quoi? Je ne dois pas me faire justice moi-même. Je dois me plaindre, n'est-ce pas, devant les autorités, à savoir le parquet ou encore les officiers de police judiciaire, et pourquoi pas saisir le juge directement par des citations directes. Vous comprenez? Mais un élément que je voudrais préciser ici est que, en cette matière, l'officier de police judiciaire ou encore l'officier du ministère public ne peut pas se saisir d'office. Il ne peut pas constater l'effet infractionnel et directement se saisir d'office. Non. Ce sont des infractions qui requièrent toujours la plainte, n'est-ce pas, de la victime. Vous comprenez? Qui requiert toujours la plainte de la victime. C'est comme on peut parler encore de l'infraction de grivellerie. Pour nos auditeurs, grivellerie, c'est lorsque vous entrez dans un restaurant, vous mangez, mais vous ne parvenez pas à payer. Vous comprenez? Alors, le ministère public, n'est-ce pas, qui voit cela, il ne doit pas se saisir d'office. Vous comprenez? Il doit toujours attendre la personne victime, n'est-ce pas, c'est-à-dire le propriétaire des biens qui ont été consommés sans paiement d'argent, puisse se plaindre sans ce moment-là, maintenant que le ministère public peut se saisir. Il en est de même dans ce domaine ici, de la concurrence déloyale. Ici, on demande à ce que les victimes, n'est-ce pas, puissent se plaindre. Alors, les pratiques anticoncurrentielles ont comme fondement la loi de 1950. La loi de 1950, c'est la loi qui, n'est-ce pas, qui réprime les pratiques anticoncurrentielles ou ce que nous pouvons parler encore de la concurrence déloyale. Alors, il y a aussi le texte, aussi les dispositions de la loi de 1986 qui régit les droits d'auteur et les droits voisins. Vous voyez un peu. Parce que quand, par exemple, j'ai créé une émission comme Injusticia, vous voyez, Injusticia, j'apprends que voilà, il y a une autre personne qui a créé, n'est-ce pas, qui anime aussi cette émission sur une autre chaîne, avec même dénomination. Vous voyez un peu, même dénomination, il y a là, n'est-ce pas, violation des dispositions des droits d'auteur. Alors,
Madame Adams peut se plaindre, n'est-ce pas, devant les instances judiciaires, au motif que voilà, les fruits de son œuvre d'esprit ont été bafoués ou violés. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça, par exemple, nous avons évoqué les deux tests en ce qui concerne la concurrence déloyale. Pourquoi? Parce que il y a généralement le premier qui a créé, n'est-ce pas, qui a conçu son projet, et ce projet-là, qui est protégé par, n'est-ce pas, les tests, qui est comme une marque, n'est-ce pas, et lorsque quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, va faire la même chose ailleurs, donc il viole aussi, n'est-ce pas, les droits dits aux marques reconnues aux personnes physiques ou encore aux personnes morales. Maître, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Quel serait votre résumé sur tout ce que nous venons de dire en lingala, s'il vous plaît? En lingala. Bandeko na biso ya lingala, droit des affaires, eza droit ya makambo régir ma activité na biso commerciale. Entre autres, activité minière, activité vente, produits, biso, service, ou encore makambo ezo salake population droit na bango ya consommation et de la garantie. Nyonso wana ezo salake encadré par la loi. Alors, la loi wana ezo bengango droit des affaires, c'est-à-dire droit ya mamibeko ya produits et services na bato. Voilà, en français, ce que nous pouvons dire, c'est que le droit des affaires, c'est un droit qui est de plus en plus utilisé, ou le concept du droit des affaires, c'est un concept qui est de plus en plus utilisé de nos jours, mais la difficulté est telle que beaucoup de gens ne maîtrisent pas le contenu des droits des affaires, et ce droit des affaires n'est autre que le droit, n'est-ce pas, qui englobe plusieurs branches juridiques spécifiques, notamment le droit de la concurrence, le droit économique, le droit des hydrocarbures, le droit minier, le droit de l'environnement aussi, le droit comptable, le droit du travail. Et tous ces droits-là, n'est-ce pas, font ce que nous appelons droit des affaires. Alors, le qualificatif droit des affaires tire son fondement dans les dispositions communautaires, à savoir l'article 2 du traité constitutif de l'OHADA, qui détermine effectivement les matières qui entrent en ligne de compte pour arriver à qualifier que tel élément, c'est un élément du droit des affaires. Alors, ce droit des affaires, aujourd'hui, c'est un droit qui est autonome, parce que c'est un droit qui a ses propres méthodes, qui a ses propres techniques de recherche. Alors, ce droit des affaires fait aujourd'hui à ce que les personnes qui doivent, n'est-ce pas, exercer dans ce domaine-là, doivent être revêtues de la qualité, soit des commerçants. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, être acteur minier si vous n'avez pas la qualité, n'est-ce pas, dévolue par les tests. Il en est de même pour d'autres activités commerciales. Donc, nous invitons, par exemple, tous ceux qui veulent embrasser ces droits des affaires, et que chaque fois qu'ils ont besoin des conseils, des orientations, de toujours consulter les avocats, parce que les avocats sont des personnes attitrées qui ont une expertise avérée, notamment pour la rédaction de leur statut et éventuellement pour des conseils idoines afin d'éviter des erreurs qui peuvent les rattraper plus tard.
Voilà un peu ce que nous pouvons relever à titre de résumé de cette émission qui a eu comme thème droit des affaires auquel Madame Adams nous a fait appel et nous la remercions infiniment pour cette invitation. Merci maître. Comment traduirez-vous l'adage pacta sunt servanda? Voilà, l'adage pacta sunt servanda, c'est un principe général des droits qui relève du droit public international. On appelle également du jus cogens, et qui signifie tout simplement que les conventions et accords internationaux doivent être respectés. Voilà ce que nous pouvons relever du principe pacta sunt servanda. Et nous, les latinistes, nous disons servanda, parce que la lettre V se prononce en W. Oui. Merci maître d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie madame. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons parlé du droit des affaires avec comme invité maître Hubert Kalukanda Machata, avocat au barreau du Haut-Katanga, avocat à la CPI, avocat à la Cour africaine. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. C'était Adams Malaika, c'était Injusticia. Ciao. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits passés. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia.